Ces derniers mois dans le point éco, nous avons abordé un certain nombre de points clés, aussi bien structurels que conjoncturels, qui aident à comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Fin du multilatéralisme, soubresaut géopolitique et géoéconomique, croissance des dettes publiques ou encore récemment la crise énergétique omnubilante et son impact planétaire. Force est de constater que le monde doit se recomposer dans un environnement incertain, moins coopératif et moins coordonné qu'il ne l'était durant la montée de la globalisation. Pour se reconstruire, il fait face à de nombreux défis. Bonjour Philippe. Bonjour Clément. En 3 phrases, peux-tu tout d'abord nous expliquer les raisons de cette bascule de l'économie mondiale? Il y a trois éléments. Le premier élément principal, c'est la concurrence technologique. La montée en puissance de la Chine depuis quelques années fait que les États-Unis sont un peu déstabilisés dans leur situation de pouvoir. Le deuxième point, c'est après la pandémie, après les pénuries qu'on a eues en 2021, c'est se rendre compte qu'on était devenu très interdépendant du reste du monde. Et le troisième point, c'est que face à cela, les gouvernements aux États-Unis, en Europe, ont voulu mettre en place des stratégies plus industrielles en relocalisant l'activité sur leur territoire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait des règles qui fonctionnaient plutôt bien, qui ont bien fonctionné pendant toute la période de globalisation. Et aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que ces règles ont un coût et on veut en changer. On veut des règles qui nous soient beaucoup plus favorables, qu'on soit américain, qu'on soit européen ou qu'on soit chinois. Et ces règles ne sont pas systématiquement cohérentes les unes avec les autres. C'est ça la bascule. Si l'on s'intéresse aux défis auxquels le monde est confronté, la concurrence sur la technologie est le premier élément de rupture. Quels sont les enjeux à considérer? Effectivement, depuis 2016-2017, on voit bien cette divergence entre les États-Unis et la Chine. On se souvient de Huawei qui avait été banni des États-Unis à cette époque-là. Depuis, les choses ne se sont pas arrangées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux dynamiques techniques en parallèle. La dynamique chinoise, Tencent, WeChat, c'est pas Google ou Android. On est sur des logiques qui ne sont plus les mêmes. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui est de savoir qui des deux prendra le leadership sur la technologie. Pourquoi? Eh bien parce que celui qui a le leadership a des revenus très importants qui l'accompagnent. Quand vous êtes leader sur la technologie, et les Américains ont bénéficié de cela pendant très longtemps, eh bien vous vendez des brevets, vous installez des usines ici ou là avec vos propres brevets. Et ça vous rapporte des revenus absolument considérables. Ça a été une source de puissance énorme pour les États-Unis, à la fois financière, mais aussi politique et géopolitique. Et aujourd'hui, la Chine rentre dans le jeu et dit « nous aussi, on veut notre part du gâteau ». Comment ça va se passer? Qui va gagner ou pas? C'est une source d'incertitude très importante aujourd'hui parce que ça pourrait se traduire par une forme de guerre froide sur le plan technologique, ce qui est un peu nouveau, mais dans un monde qui reste très interdépendant. On ne peut pas se passer des produits qui sont fabriqués en Chine aujourd'hui. Donc c'est la situation de ce point de vue-là a une forme de confusion qui est à la fois rassurante. On ne dépendra pas de l'un ou de l'autre, mais qui est problématique parce qu'on voit bien que chacun veut être sûr d'être celui qui sera le leader et qui définira les standards technologiques. Merci Philippe. On voit que les déséquilibres internationaux s'accentuent. Quelles sont les conséquences sur le mode d'ajustement de l'économie globale? Alors effectivement, on voit dans les 3 grandes zones, États-Unis, Chine, Europe, des déséquilibres de balance courante. Alors c'est quoi la balance courante? Eh bien c'est l'écart entre l'épargne et l'investissement. On a un surplus de balance courante quand on a plus d'épargne que d'investissement, et inversement, on a un déficit quand l'investissement est trop élevé par rapport à l'épargne. Alors aux États-Unis, par exemple, il y a un déficit considérable parce qu'il n'y a pas assez d'épargne. Le déficit public de l'État américain est absolument gigantesque et pénalise le compte extérieur américain. On pourrait rajouter que la position extérieure nette des États-Unis est extrêmement fragile. C'est-à-dire que entre ce qui est détenu par les Américains en dehors des États-Unis, moins ce qui est détenu par les non-résidents aux États-Unis, le montant représente 90% du PIB américain en négatif.
on détient beaucoup d'actifs américains, plus que ce que détiennent les Américains dans le reste du monde. Donc on a une situation qui est extrêmement complexe et qui fragilise l'économie américaine. Les Chinois, eux, ont trop d'épargne. Le consommateur ne consomme pas assez. Et les Européens n'investissent pas suffisamment au regard du stock d'épargne qu'ils ont. Donc ils ont, en Chine et en Europe, on a un surplus. Et la question est de savoir comment on va résorber cette situation. On voit bien que quand on a des déséquilibres qui sont trop importants, et on le voit par le passé, eh bien ça se traduit systématiquement par des crises financières. Et ça, c'est l'interrogation qu'on a tous aujourd'hui. Et la façon de résorber ces questions est de dire qu'il faudra un accord, qu'on agisse tous de façon coordonnée. Mais on voit bien que chacun veut jouer avec ses propres règles et on aura beaucoup de mal à aller dans ce sens-là. Mais est-ce que ce monde plus déséquilibré est une source de fragilité pour le dollar et les actifs américains? Oui, parce que si chacun joue avec ses propres règles, chacun va vouloir utiliser sa propre monnaie. On voit d'ailleurs la Banque centrale européenne être très active pour mettre en avant l'utilisation de l'euro. On voit la Banque de Chine très active dans les transactions en yuan sur la région asiatique. Et donc, si chacun se regroupe, si on a une espèce de fragmentation globale, pourquoi utiliser le dollar comme monnaie de référence? Il y a une interrogation qui est posée. Et on voit bien cette situation qu'on constate aujourd'hui dans les incertitudes qu'on a pu avoir depuis le début du conflit en Iran. On aurait pu imaginer, au regard de ce qui s'est passé avant, que les investisseurs se ruent sur les actifs en dollars, que le dollar s'apprécie fortement, que les taux d'intérêt américains baissent relativement aux taux européens, etc. Ça n'a pas été le cas. Le dollar est resté faible et l'écart de taux entre les États-Unis et l'Allemagne, sur les taux à 10 ans, n'a pas beaucoup bougé. Et donc on a une situation, une espèce d'interrogation des investisseurs sur le dollar comme actif sans risque aujourd'hui. Et donc, si les investisseurs perdent leur repère de l'actif sans risque, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus volatile et qui pourrait se traduire par une crise financière. C'est ça, aujourd'hui, un des aspects, une des interrogations qu'on peut avoir. Pour plus en détail, quelles sont les menaces sur le commerce mondial? En nous inspirant de l'actualité au Moyen-Orient, les détroits, par exemple, seraient-ils les nouveaux obstacles aux échanges? Oui, on change de référence. C'est-à-dire que on voit bien depuis 2021, on a eu un certain nombre d'épisodes où les détroits sont devenus des armes géopolitiques. On se souvient du détroit de Bab el-Mandeb qui donne accès au canal de Suez. On le voit avec le détroit d'Ormuz. On voit les discussions qu'il y a sur le détroit de Malacca, sur le détroit de Taïwan. On voit bien que ce sont des zones d'engorgement, qui sont des zones dans lesquelles on était censé pouvoir passer de façon neutre, qui ne le sont plus. Et donc, on a un cadre qui change. Et on voit bien que dans cet environnement, la Chine, depuis un petit moment maintenant, essaie de sortir du piège de Malacca, c'est-à-dire de ne pas être obligée de passer par le détroit de Malacca, parce qu'elle sent bien que cette situation pourrait être fragilisée. Mais on voit dans le même temps que les États-Unis prennent des accords avec l'Indonésie notamment pour superviser ce détroit de Malacca. Donc on a un environnement qui change et l'autre dimension aussi, c'est Taïwan. On voit bien la question qui est posée, les semi-conducteurs passent par Taïwan, quoi qu'il arrive. Et donc si on a une tension entre la Chine et Taïwan, eh bien, plus personne n'est alimenté de la même façon en semi-conducteurs. Donc il y a tout un tas de risques qu'on considérait comme non existants qui apparaissent. Et ça traduit un nouveau cadre, un cadre un peu différent. C'est-à-dire qu'on faisait l'hypothèse systématiquement que les États-Unis garantissaient le bon déroulement du commerce mondial. On voit bien avec ce qui se passe à Ormuz qu'ils n'en ont plus la capacité. Et donc, on change à nouveau des règles et donc ça aura forcément des conséquences importantes sur la dynamique du commerce mondial, sur la localisation des activités, etc. Et quid de l'énergie, sujet que nous avons d'ailleurs abordé le mois dernier? Énergie fossile ou incitation aux renouvelables? Les deux.
La question de l'énergie fossile est importante. Des travaux récents montrent que si le détroit d'Ormuz reste fermé, on manquera à terme d'à peu près 8 millions de barils jour, c'est-à-dire à peu près 7-8% de la consommation de pétrole quotidienne. Donc c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y aura des arbitrages géographiques. Qui pourra utiliser ce pétrole à des prix qui seront forcément élevés. Et donc ça modifiera forcément les comportements des industriels, des consommateurs qui paieront leur énergie plus cher. Donc ça, c'est un premier point. L'autre aspect, eh bien, c'est de revenir sur ce qui s'est passé après 2022 en Europe et de se dire qu'au regard de la crise du gaz qu'on avait pu avoir à l'été 2022, les Européens se sont rués sur le renouvelable et que de ce fait-là, eh bien, il y a probablement un avenir plus radieux, si je puis dire, à travers le renouvelable. On voit aussi aux États-Unis que le prix de l'énergie, même s'il est moins cher qu'en Europe, est plus cher qu'il ne l'était pour le consommateur, pour les entreprises. Et on voit là aussi, indépendamment de ce que souhaite la Maison-Blanche, un développement du renouvelable. Donc c'est un élément de bascule qui peut être favorable. Alors on imaginait tous que cette bascule se ferait dans la douceur. Ce sera probablement un peu plus brutal que ce qu'on avait imaginé. Finalement, qu'est-ce que cela change pour l'économie globale? Une nouvelle configuration pour les chaînes de valeur internationales? Très clairement, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'on a des risques qui apparaissent plus importants. Comment s'approvisionner sans risque pour des produits qui viennent du Golfe, qui viennent d'Asie, alors qu'il y a des incertitudes de toutes sortes. Donc il y a un double risque. Le premier, c'est celui d'une relocalisation de l'activité, mais avec des coûts importants, parce qu'on ne produit pas un téléphone portable au même coût en France qu'en Chine. Donc là, il y a une vraie question qui peut être posée. Et puis l'autre point, c'est la dynamique d'adaptation. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous êtes une entreprise française qui fabrique en Chine, si vous voulez fabriquer en Europe, il va falloir que vous continuiez de fabriquer en Chine, mais que vous fabriquiez à nouveau en Europe. Et donc, il va y avoir un coût de transition assez élevé. C'est pour ça qu'on va avoir un environnement beaucoup plus incertain dans la durée, avec probablement une inflation plus élevée que ce qu'on imaginait. Donc, ce choc a été révélateur de toutes les tensions qui étaient apparues avec la globalisation, avec la concurrence technologique qu'on évoquait en introduction. Mais tous ces facteurs ont explosé, si je puis dire, avec le conflit en Iran. Et on voit une reconfiguration du monde qui va prendre du temps et qui aura un coût probablement plus élevé que ce qu'on pourrait souhaiter. Merci Philippe pour ces éléments de réponse toujours pointus et à bientôt pour un nouveau Point Éco. Merci Clément.